Une ouvrière de maintenance afro-américaine a dissimulé son identité d'aviatrice militaire pendant 8 ans avant d'être contrainte de démontrer ses talents dans le cockpit d'un avion de chasse. Le capitaine Bradley Thompson a déclaré au personnel rassemblé à la base aérienne de Riverside qu'il donnerait à leur concierge bien-aimé une leçon de modestie, désignant Keisha Williams du doigt et suggérant de lui montrer ce que l'on ressent à la place des vrais aviateurs. L'amusement cruel des autres militaires emplissait l'atmosphère matinale glaciale. Keisha se tenait immobile, serrant fermement son outil de nettoyage, son regard brun, rivé sur le sol en béton. Elle avait effectué des tâches de maintenance pendant 8 longues années. À 42 ans, elle avait perfectionné l'art de passer inaperçue, de garder la tête basse, de se déplacer avec prudence et de ne jamais affronter les figures d'autorité. Thompson incarnait l'officier militaire privilégié typique que la base avait produit en grand nombre. En tant qu'enfant d'un homme politique, il avait terminé ses études à Harvard grâce à l'influence de sa famille et n'avait jamais rencontré de situation où son arrogance n'était pas protégée par le pouvoir politique. Thompson hurla plus agressivement, s'avançant vers elle, chaussé de ses bottes militaires brillantes, l'appelant l'agente d'entretien noir. Il affirma que son problème était que son peuple croyait pouvoir tout accomplir grâce aux initiatives modernes en matière de diversité. L'espace d'un instant, Keisha ferma les yeux et s'autorisa à se remémorer le bruit des turbines du F-22 Raptor à altitude de combat. L'expérience du contrôle total d'une machine valant 150 millions de dollars. C'était avant que tout ne s'effondre, avant la conspiration, avant que son identité ne soit définitivement détruite. Keisha leva lentement les yeux. L'espace d'un instant, une lueur dangereuse traversa son regard, une étincelle que Thompson prit pour de la peur, mais qui était en réalité bien plus complexe. Elle déclara calmement qu'elle devait terminer le nettoyage de la zone nord, la voix impassible. C'était la même réponse qu'elle avait donnée pendant des années à chaque fois qu'on essayait de la provoquer. Thompson sourit malicieusement, affirmant que le nettoyage pouvait attendre, mais que l'éducation qu'elle allait recevoir ne pouvait être retardée. Le lieutenant Jamie Foster, fils d'un général et apprenti de Thompson, se précipita pour apporter un équipement de vol usé et un casque abîmé. La farce avait été préparée la veille au soir au club des officiers. Placer la femme de ménage noire dans un chasseur F-16 et filmer son inévitable humiliation. Thompson prononça son nom avec un mépris délibéré, expliquant qu'elle entrerait dans le cockpit, ferait semblant de savoir ce qu'elle faisait et qu'ils auraient du divertissement. Foster tenait son téléphone, imaginant déjà des millions de vues, pensant que cela deviendrait viral plus vite que le contenu populaire sur Internet concernant une femme de ménage essayant de devenir pilote d'élite. Keisha accepta l'équipement sans résistance. En enfilant la combinaison de vol, ses mains bougeaient avec une précision que personne ne remarquait, ses doigts ajustant automatiquement les sangles et l'équipement avec une familiarité suspecte, telle une mémoire musculaire qui ne disparaît jamais. Thompson fit un geste théâtral à la petite foule qui s'était formée, annonçant que mesdames et messieurs assisteraient au moment où leur estimé concierge apprendrait les limites et les lieux appropriés. Keisha s'avança vers le F-16 d'un pas mesuré. L'avion était prêt pour les opérations de routine, plein à craquer de systèmes fonctionnels. En grimpant à l'échelle, un souvenir lui traversa l'esprit. Son dernier vol avant la fin, lorsqu'elle était encore la capitaine Keisha Phoenix Williams. Thompson cria d'en bas, espérant ne pas vomir dans son avion, affirmant que le F-16 valait plus que ce que sa famille entière gagnerait en 10 vies. Mais lorsque Keisha s'installa dans le siège du pilote, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Le cockpit l'accueillit comme une étreinte familière. Ses mains trouvèrent les commandes avec une précision chirurgicale. Son regard scruta les instruments avec une rapidité professionnelle. L'espace d'un instant, presque imperceptible, elle oublia où elle était. La transformation était subtile, mais indéniable. Ses épaules se redressèrent, sa respiration se contrôla, et quelque chose dans l'atmosphère changea du tout au tout. Thompson remarqua le changement et fronça les sourcils, lui demandant ce qu'elle faisait là au Arco et lui ordonnant de ne rien toucher. Keisha prit une profonde inspiration, les mains posées sur les commandes comme une pianiste face à un clavier après des années de silence forcé. Pendant 8 ans, elle avait gardé son secret enfoui, vivant comme l'ombre d'elle-même. Mais quelque chose dans l'arrogance cruelle de cet homme déclencha une décision qu'elle avait longtemps repoussée. Ses doigts trouvèrent la séquence d'allumage. Un simple choix la séparait d'une vie d'humiliation silencieuse ou d'un moment qui allait tout changer à jamais. La question n'était pas de savoir si elle savait voler.
La question était de savoir si elle était prête à montrer au monde qui elle était vraiment. Dans le public improvisé, certains mécaniciens plus âgés commencèrent à remarquer des détails que les officiers avaient négligés. Sa façon automatique de régler les rétroviseurs, la façon dont ses pieds trouvaient les pédales sans hésitation, la façon dont ses mains se déplaçaient sur les commandes avec une familiarité impossible pour une femme de ménage. Le rugissement des moteurs du F-16 résonna dans le hangar, avec une telle précision que plusieurs mécaniciens cessèrent de travailler et levèrent les yeux, surpris. Kesha avait exécuté la séquence d'allumage avec la rapidité et la fluidité de quelqu'un qui l'avait déjà fait des milliers de fois, et non comme une femme de ménage nerveuse cherchant à feindre la compétence. Thompson cria, sa confiance initiale commençant à vaciller, se demandant comment elle savait faire ça sans instruction. Foster continua de filmer, mais quelque chose dans son expression changea lorsqu'il remarqua qu'elle n'hésitait même pas et semblait née dans ce cockpit. À travers la vitre, Kesha vérifiait les instruments avec des mouvements fluides et automatiques. Ses doigts dansaient sur les commandes comme une pianiste jouant une mélodie familière. Chaque geste révélait des années d'expérience qu'aucune femme de ménage ne devrait posséder. Thompson ressentit un frisson de malaise, mais son ego l'empêchait d'admettre son erreur, affirmant que c'était juste la chance du débutant et que n'importe quel imbécile pouvait démarrer un moteur en appuyant sur suffisamment de boutons. Il décrocha la radio de la tour de contrôle, lui disant qu'elle s'était bien amusée et qu'il fallait tout éteindre et descendre avant de causer des dégâts. La réponse fut claire et professionnelle, via le système de communication. L'autorisation de rouler selon les procédures de communication aéronautique standard, avec une terminologie qu'il lui fallut des années pour maîtriser complètement. Le silence qui suivit fut assourdissant. Thompson marmonna, confus, le visage blême, disant qu'elle ne devrait pas connaître les protocoles radio. Mais Kesha en savait bien plus que des protocoles. Il y a 8 ans, elle était la capitaine Kesha Phoenix Williams, la première femme noire à commander un escadron d'élite de l'armée de l'air, son surnom étant dû à sa capacité surnaturelle à sortir victorieuse de situations impossibles. Tout a basculé lors d'une mission de reconnaissance en territoire hostile au Moyen-Orient. Son équipe a découvert des preuves de la vente d'armes par un général américain à des groupes terroristes. Il s'agissait du général Morrison, beau-père du colonel Thompson, père du capitaine qui l'humiliait. Lorsque Kesha a rapporté cette découverte, elle s'est retrouvée au cœur d'une conspiration meurtrière. Des documents ont été falsifiés, des témoins achetés, et d'héroïne nationale, elle est devenue bouc émissaire, accusée d'avoir divulgué des informations militaires classifiées à l'ennemi, le crime même qu'elle avait tenté de dénoncer. Quelqu'un dans la foule cria qu'elle déplaçait l'avion. Thompson courut vers la piste, parlant frénétiquement à la radio, lui ordonnant de s'arrêter immédiatement, car elle n'était pas autorisée à déplacer cet avion. Mais Kesha roulait déjà avec une précision extrême. Maintenant, une vitesse constante et un alignement parfait, des techniques qui démontraient non seulement son savoir-faire, mais aussi sa maîtrise absolue. Thompson ordonna à Foster d'appeler la sécurité de la base, prétextant qu'il s'agissait d'un vol d'avion militaire et qu'elle serait arrêtée pour cela. Foster hésita, sa caméra continuant de tourner, constatant que sa performance n'était pas due à la chance, mais prouvait qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait. Thompson explosa, son masque de supériorité finissant par craquer, insistant sur le fait qu'elle n'était qu'une femme de ménage qui regardait probablement des vidéos d'instruction et se croyait capable de piloter un avion de chasse militaire. Mais au fond de lui, un terrible soupçon commençait à se former quant à cette compétence, cette familiarité avec les procédures militaires, la façon dont elle s'était comportée pendant des années sur la base, toujours présente, toujours à l'affût, mais jamais vraiment invisible pour ceux qui savaient où chercher. Le F-16 était maintenant positionné en tête de la piste principale, ses moteurs s'échauffant avec le bruit caractéristique d'un appareil prêt à décoller. Kesha suivait les protocoles pré-vol avec une précision qui rendrait les pilotes expérimentés envieux. Un mécanicien plus âgé, trentenaire, murmura qu'il connaissait ce style et avait déjà vu cette précision, mais que cela faisait longtemps. Thompson saisit l'homme par le bras, exigeant de savoir où il voulait en venir. Le mécanicien répondit avec hésitation qu'il y avait eu une pilote, il y a des années, nommée Phoenix, qui volait comme ça, comme si la machine faisait partie de son corps. Thompson s'empressa de dire que Phoenix était morte, qu'elle avait disparu, et que cela n'avait rien à voir avec cette situation. Mais ses yeux ne pouvaient se détacher de la silhouette dans le cockpit, et pour la première fois de sa vie privilégiée, Thompson ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais éprouvé auparavant.
Une peur réelle que ces actes aient des conséquences. Sur la piste, Kesha terminait ses dernières vérifications pré-vol. Dans son casque, elle entendait Thompson crier des ordres contradictoires à la tour de contrôle, sa voix devenant de plus en plus aiguë à chaque seconde qui passait. Chaque nouvelle tentative de Thompson pour paraître maître de lui ne faisait que révéler à quel point il était désespérément hors de contrôle. L'homme qui, quelques minutes plus tôt, s'était moqué d'une simple femme de ménage était maintenant confronté à la terrible réalité. Il avait complètement sous-estimé sa victime, et Kesha n'avait même pas encore décollé. Chaque insulte proférée par Thompson, chaque rire cruel de la foule, chaque moment d'humiliation des 8 dernières années était soigneusement catalogué dans sa mémoire, non pour attiser sa colère, mais pour calibrer la précision de la leçon qu'elle s'apprêtait à lui donner. Ce que Thompson ignorait, c'est que Phoenix Williams avait passé 8 ans non seulement à se cacher, mais aussi à se préparer. Et aujourd'hui, devant des dizaines de caméras et des centaines de témoins, elle s'apprêtait à montrer au monde que certains phénix ne meurent pas, mais attendent simplement le bon moment pour renaître de leurs cendres, plus puissants que jamais. Thompson arracha la radio des mains de la contrôleur en chef, lui ordonna de couper les moteurs et prétexta une insubordination militaire. Elle répondit avec une froideur technique que l'autorisation de vol avait été accordée pour des procédures d'entraînement conformes aux règlements militaires, suscitant des regards inquiets chez plusieurs vétérans de la base. Foster continua de filmer, mais son expression avait complètement changé lorsqu'il remarqua qu'elle connaissait mieux le règlement qu'eux et se demanda comment une femme de ménage pouvait le savoir. Thompson lui siffla de se taire et de continuer à filmer, la sueur perlant sur son front, affirmant que lorsqu'elle s'était écrasée sur cette piste, il voulait que tout soit documenté pour la cour martiale. Mais dans la tour de contrôle, quelque chose d'extraordinaire se produisait. Le colonel James Mitchell, commandant des opérations aériennes et vétéran de 30 ans, observait la scène à travers des jumelles, l'air de plus en plus incrédule. Il appela son assistant le plus proche et lui demanda s'il voyait bien ce qu'il voyait. L'assistant confirma que les procédures pré-vol étaient exécutées avec une précision militaire absolue, un temps d'échauffement optimal et un positionnement parfait sur la piste, précisant qu'il ne s'agissait pas d'un travail d'amateur. Mitchell baissa lentement ses jumelles, s'enquit des années de service, puis songea qu'au cours de toute sa carrière, il n'avait vu qu'une seule personne voler avec une telle précision technique dans les procédures au sol. Mitchell marqua une pause, un terrible soupçon naissant dans son esprit, mentionnant Phoenix Williams. L'assistante s'étrangla en remarquant que Phoenix avait été déclarée morte 8 ans auparavant, officier traître ayant vendu des informations militaires. Mitchell la corrigea fermement, affirmant qu'elle était innocente, précisant qu'il faisait partie de la commission d'enquête initiale. Les documents qui l'incriminaient étaient si mal falsifiés qu'un enfant aurait pu les repérer, mais Morrison avait des relations politiques, et Phoenix était une femme noire sans soutien. Sur le podium, Kesha effectua ses derniers contrôles avec une fluidité de mouvement qui témoignait non seulement de sa compétence, mais aussi d'une maîtrise absolue. Mitchell ordonna à son assistante d'ouvrir immédiatement un canal sécurisé avec ce pilote. Lorsque le canal sécurisé s'ouvrit, Mitchell s'identifia et demanda une pièce d'identité. Il y eut un long silence avant la réponse, chargé d'émotions contenues. Mitchell murmura si c'était vraiment Phoenix, la voix brisée. Elle répondit qu'elle était Kesha Davis, concierge de niveau 2, et que Phoenix Williams était morte 8 ans auparavant, bien que des larmes perlèrent dans sa voix. Mitchell ferma les yeux, se souvenant du jeune capitaine brillant, détruit par des hommes corrompus, affirmant qu'il avait essayé de l'aider, mais qu'il avait découvert la vérité sur Morrison et la conspiration. Il était trop tard. Elle reconnut ses efforts, soulignant que le général Morrison était mort, mais que son héritage perdurait. Elle regarda Thompson droit dans les yeux à travers la vitre de la cabine, expliquant que le fils de Morrison avait épousé la fille du colonel Thompson Sr., faisant de l'arrogant capitaine le petit-fils de l'un des hommes qui avait détruit sa carrière. Cette révélation frappa Mitchell comme un coup dur, lui faisant comprendre que Thompson était de la famille du complot qui l'avait piégé. Elle confirma qu'il s'agissait d'un privilège militaire de 3e génération, bâti sur sa ruine, expliquant que pendant 8 ans, elle avait nettoyé les toilettes qu'il avait souillées, écouté ses blagues racistes et supporté son arrogance alors qu'il ignorait totalement que la femme de ménage noire était le pilote que ses ancêtres avaient détruit. Mitchell lui a demandé si elle avait des preuves du complot initial.
Elle a confirmé 8 ans de collecte, expliquant que Morrison avait tout avoué à un prêtre sur son lit de mort, pensant être protégé par le secret religieux. Or, le prêtre avait tout enregistré et lui avait remis la confession complète il y a 3 ans. Elle a souri pour la première fois depuis des années, affirmant avoir des noms, des dates, des comptes bancaires offshore et de faux documents. Mitchell s'est demandé pourquoi ces informations n'avaient pas été révélées plus tôt. Elle a répondu qu'elle voulait plus que la justice. Elle voulait qu'ils se détruisent d'eux-mêmes par leur propre arrogance, observant Thompson faire une dépression nerveuse sur le podium, tout en soulignant que les gens comme Thompson n'apprennent que lorsqu'ils sont humiliés publiquement. Foster continua l'enregistrement, diffusant désormais en direct sur les réseaux sociaux où la vidéo cumulait déjà des milliers de vues. Les commentaires commencèrent à affluer, s'interrogeant sur l'identité de cette femme, soulignant qu'elle volait mieux que tous les pilotes qu'ils avaient jamais vus et constatant que Thompson semblait perdre le contrôle. Mitchell prit une décision qui allait tout changer. Il lui demanda si elle se souvenait encore comment effectuer des démonstrations aériennes avancées. Elle confirma qu'elle s'en souvenait comme si c'était hier. Il l'autorisa alors à montrer à ces personnes ce qu'un vrai pilote pouvait faire, lui accordant l'autorisation complète pour une démonstration aérienne sans restriction, et lui demandant de se réhabiliter de la seule façon qui comptait, en prouvant qu'elle n'avait jamais mérité de respirer le même air qu'elle. Kesha ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis 8 ans, l'espoir mêlé à la détermination. Elle accepta les instructions et demanda l'autorisation d'organiser un spectacle aérien complet. L'autorisation lui fut accordée, avec pour consigne de leur montrer ce que signifiait voler avec honneur. Sur la piste, Thompson réalisa qu'il avait complètement perdu le contrôle de la situation. Son jeu avait pris une tournure bien plus grave, et il commença à soupçonner d'avoir catastrophiquement sous-estimé la femme qu'il avait humiliée pendant des années. Le bruit des moteurs du F-16 changea de ton, indiquant la préparation du décollage. Thompson leva les yeux vers le ciel bleu et, pour la première fois de sa vie privilégiée, ressentit une véritable peur de ce qu'il allait voir. Kesha positionna l'avion au bout de la piste, 8 années de colère contenue et de dignité silencieuse se transformant en pure détermination. Elle ne pilotait plus seulement un avion, mais ressuscitait Phoenix Williams de la tombe où des hommes lâches l'avaient enterré. Ce que Thompson ignorait, c'est qu'il n'allait pas assister à un simple spectacle aérien, mais à la renaissance d'une légende, et que sa propre destruction alimenterait les flammes de cette résurrection. Le F-16 fonça sur la piste avec une accélération qui fit reculer instinctivement les observateurs. En 3 secondes, Kesha était en l'air, et en 5, elle exécuta un virage vertical défiant les lois de la physique. Ce qui suivit ne fut pas une simple démonstration aérienne, mais une œuvre d'art gravée dans le ciel. Thompson observa depuis le sol, le visage blanchi puis verdâtre, réalisant l'ampleur de son erreur, marmonnant qu'il était impossible pour une femme de ménage de voler ainsi. Foster remarqua que la vidéo avait déjà été visionnée 50 000 fois en direct, avec des commentaires demandant qui était ce pilote incroyable. À une altitude de 1500 mètres, Kesha exécuta des manœuvres complexes que peu de pilotes américains pouvaient maîtriser. Le F-16 s'immobilisa littéralement en plein vol, redressa le nez à 90 degrés et reprit son vol normal. Une démonstration de maîtrise qui déclencha les applaudissements spontanés des mécaniciens chevronnés. Un contrôleur aérien murmura n'avoir vu cette manœuvre qu'une seule fois dans sa vie, 8 ans auparavant, exécutée par la légendaire Phoenix Williams. Thompson saisit la radio d'une main tremblante et lui ordonna de redescendre immédiatement, comme un ordre direct. La réponse fut chargée de 8 années de dignité silencieuse, enfin libérée. Il refusa son ordre et déclara qu'il souhaitait une démonstration pédagogique, et c'est exactement ce qu'il obtint. Les 10 minutes qui suivirent redéfinirent le concept de maîtrise aéronautique. Kesha exécuta une séquence de manœuvres alliant précision technique et art pur, incluant des boucles inversées à des vitesses impossibles, des approches à basse altitude qui jetèrent les pilotes au sol, et culminant dans une formation qui força le mot « Phoenix » dans le ciel, grâce aux traînées de condensation. Foster, diffusant désormais simultanément sur plusieurs plateformes, raconta d'une voix tremblante qu'il ignorait qui était cette femme, mais qu'elle réécrivait tout ce qu'il savait sur le pilotage, devant 100 000 spectateurs en direct. Dans la tour de contrôle, Mitchell sourit pour la première fois depuis des années et activa le canal ouvert de la base, annonçant à tout le personnel de Riverside qu'ils assistaient au retour du capitaine Kesha Phoenix Williams, trahi
et traqué par un complot militaire 8 ans auparavant, mais qui n'avait jamais perdu ni ses compétences, ni son honneur. Le silence qui suivit ne fut rompu que par le rugissement lointain des moteurs. Sur la piste, Thompson laissa tomber la radio, son monde s'écroulant en temps réel, murmurant que Phoenix Williams était censé être mort et qu'il était un traître. Une mécanicienne chevronnée s'approcha, le regard plein de colère, affirmant qu'elle nettoyait ses toilettes depuis 8 ans pendant qu'il humiliait le meilleur pilote que ce pays ait jamais produit. Et ils filmèrent le tout. L'atterrissage de Kesha fut une ultime démonstration de compétence, touchant la piste si doucement qu'on aurait dit que l'avion avait tout simplement décidé de s'arrêter. Lorsque la porte du cockpit s'ouvrit, une foule de centaines de personnes s'était rassemblée, dont des officiers accourus d'autres points de la base. Thompson tenta un dernier stratagème désespéré, affirmant que cela ne prouvait rien, et qu'elle aurait pu apprendre à piloter n'importe où, insistant sur le fait qu'elle n'était encore qu'une simple employée. Mitchell l'interrompit par haut-parleur, suggérant à Thompson de consulter son téléphone portable, car sa performance du jour était devenue virale, avec 50 millions de vues en 2 heures. Thompson fut pris de court lorsqu'il réalisa qu'il avait été filmé en train d'humilier un héros national sous les yeux du monde entier. Son téléphone explosa d'appels du Pentagone, de journalistes et de supérieurs furieux. Kesha sortit du cockpit avec la même dignité tranquille qu'elle avait conservée pendant 8 ans. Elle retira son casque, révélant des yeux qui avaient de vue le vrai combat et survécu à la trahison. Lorsqu'elle prit la parole, sa voix résonna dans toute la base, expliquant que pendant 8 ans, elle avait nettoyé les toilettes où des officiers comme Thompson plaisantaient sur la diversité et la compétence, entendant chaque mot cruel, chaque commentaire raciste, chaque affirmation, selon laquelle des personnes comme elle n'avaient pas leur place dans l'aviation militaire. Elle marqua une pause, regardant droit vers les caméras, affirmant qu'aujourd'hui, elle prouvait que la compétence n'avait ni couleur ni sexe, et surtout pas peur des petits hommes à l'ego surdimensionné. Thompson tenta de se cacher dans la foule, mais Foster le suivit avec la caméra, lui demandant s'il souhaitait commenter l'humiliation infligée à l'un des plus grands pilotes de l'histoire militaire américaine. Thompson balbutia qu'il l'ignorait, et que s'il avait su qui elle était exactement, il aurait agi différemment. Kesha l'interrompit d'une voix cinglante, affirmant que le problème résidait dans sa façon de traiter les personnes qu'il jugeait inférieures à lui, ce qui révélait sa véritable identité. Mitchell apparut sur le tarmac, muni d'une mallette militaire officielle, lui offrant la restauration complète de son grade, une promotion immédiate au grade de major et le commandement de l'escadron de son choix au nom de l'armée de l'air américaine. Kesha regarda le dossier, puis la foule de visages, certains honteux, d'autres admiratifs, tous transformés par ce qu'ils avaient vu. Pendant 8 ans, elle avait imaginé ce moment, mais maintenant qu'il était arrivé, sa réaction la surprit elle-même. Ce que Thompson ignorait, c'est que l'humiliation publique qu'il venait de subir n'était qu'un début, car les preuves que Kesha avait rassemblées pendant 8 ans sur le complot qui avait détruit sa carrière étaient sur le point d'être révélées, et toute sa famille politique serait entraînée avec lui. Mais ce ne serait là qu'une partie de la leçon que le monde allait apprendre sur la sous-estimation des véritables détenteurs du pouvoir. Kesha regarda le dossier offert par le colonel Mitchell, puis les centaines de visages qui l'observaient dans un silence absolu. Lorsqu'elle parla enfin, sa voix portait 8 années de dignité tranquille, transformées en pouvoir. Elle dit au colonel Mitchell qu'elle appréciait profondément l'offre de réintégration, mais que durant ces 8 années, elle avait appris quelque chose qu'aucun grade ne pouvait lui apprendre. Elle marqua une pause, rendit le dossier et expliqua qu'elle avait appris que son identité ne dépendait pas de la reconnaissance d'autrui et qu'elle était Phoenix Williams, avec ou sans uniforme. Thompson, toujours agenouillé sur le tarmac, regardait sa carrière militaire s'évaporer en temps réel. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Appel du Pentagone, supérieur furieux et journaliste avide de déclarations. Le hashtag Phoenix Janitor était devenu une tendance mondiale avec 80 millions de vues. Mais elle continua, affirmant qu'il ne lui restait qu'une chose à faire, sortir une clé USB de sa poche. Pendant 8 ans, elle avait rassemblé des preuves sur le complot qui avait détruit sa carrière, dont des aveux sur son lit de mort, des faux documents, des comptes bancaires offshore et des enregistrements de conversations compromettantes. Mitchell prit l'appareil d'une main tremblante et expliqua que c'était la vérité sur le général Morrison et son réseau de corruption, notamment sur la façon dont la famille Thompson tirait profit de la vente d'armes à des groupes terroristes.
Elle regarda le capitaine dévasté, affirmant que son grand-père avait bâti sa fortune sur le sang américain et qu'il avait hérité de bien plus que des privilèges. Il avait hérité de la culpabilité. Les conséquences furent immédiates et dévastatrices. En 72 heures, l'enquête fédérale avait gelé les comptes de la famille Thompson, révélé des décennies de corruption militaire et engagé des poursuites pénales contre des dizaines d'officiers. Bradley Thompson fut arrêté pour obstruction à la justice, alors qu'il tentait de détruire des preuves. Foster, qui avait tout filmé, devint instantanément une célébrité lorsque son émission en direct battit des records d'audience. Dans une interview ultérieure, il déclara qu'il pensait filmer une farce cruelle, mais qu'il avait finalement documenté la renaissance d'une légende. 3 mois plus tard, Keisha était assise dans son nouveau bureau de directrice de la Phoenix Aviation Academy, une école qu'elle avait fondée pour former des pilotes issus de communautés marginalisées. Le mur derrière son bureau affichait une photo d'elle debout à côté du F-16 au moment où elle retirait son casque après l'atterrissage. Son assistante l'informa qu'ils avaient reçu 50 candidatures supplémentaires ce jour-là, provenant de tous les États. Keisha sourit en regardant par la fenêtre des jeunes d'horizons divers s'entraîner sur des simulateurs de vol. Elle lui expliqua que la différence entre privilège et compétence résidait dans le fait que le privilège craint la concurrence, tandis que la compétence l'accepte. L'empire familial Thompson s'était complètement effondré. Entreprise nationalisée, biens confisqués, et Bradley purgeant une peine de 15 ans de prison pour trahison militaire. Sa femme l'avait quitté, ses enfants avaient changé de nom de famille, et il était devenu un paria. Mitchell, devenu général après une promotion fulgurante, visitait régulièrement l'académie, se demandant pourquoi elle avait choisi cette voie alors qu'elle pouvait exercer le commandement militaire de ses rêves. Elle répondait que la meilleure revanche n'était pas de détruire les ennemis, mais de construire quelque chose qu'ils ne pourraient jamais créer. Un lieu où la compétence prime sur les relations. La transformation de Keisha avait inspiré des changements systémiques au sein de l'armée de l'air. De nouveaux protocoles ont été mis en place pour protéger les lanceurs d'alerte. Les enquêtes sur la diversité se sont intensifiées et l'affaire Thompson est devenue une lecture obligatoire dans les académies militaires. Lors d'une interview nationale, elle a évoqué sa plus grande erreur, affirmant avoir cru pendant 8 ans avoir perdu son identité, en perdant son grade. Or, la véritable identité ne peut être retirée par décret et ne peut être abandonnée que volontairement. Thompson, depuis sa cellule de prison militaire, regardait les reportages sur le succès grandissant de la Phoenix Academy, réalisant que la femme qui l'avait humiliée en la traitant de simple concierge formait désormais la prochaine génération de pilotes militaires d'élite. Foster, dont la vidéo avait tout changé, est devenu réalisateur de documentaires spécialisés dans la dénonciation des injustices sociales. Il a déclaré que cette émission lui avait appris que parfois, l'histoire la plus importante se déroule sous nos yeux, mais que nous choisissons de l'ignorer. À l'occasion du premier anniversaire de la révélation, Keisha a reçu la médaille d'honneur du Congrès pour ses années de service militaire et son impact social. Dans son discours, elle a déclaré ne laisser personne lui fixer des limites, expliquant que pendant 8 ans, on lui avait dit qu'elle n'était qu'une simple concierge, mais qu'elle avait choisi d'être la meilleure concierge possible, tout en préservant la pilote qu'elle avait toujours été. L'Académie était devenue un symbole national de méritocratie et de seconde chance. Les étudiants, jusque-là rejetés par les académies traditionnelles faute de profil adéquat, pilotant désormais certains des avions les plus sophistiqués au monde. Thompson avait tout perdu, sa famille, sa fortune, sa liberté et son héritage. Mais Keisha avait acquis quelque chose d'incommensurable. La preuve que la dignité préservée en silence devient la force la plus puissante lorsqu'elle est enfin libérée. Elle enseigna à ses élèves que la vengeance ne consiste pas à faire aux autres ce qu'ils nous ont fait, mais à réussir au point de regretter d'avoir douté de nous. 8 années passées à nettoyer des toilettes avaient appris à Phoenix Williams que la saleté peut être enlevée avec beaucoup de travail et de patience, mais que certaines tâches sur la réputation de ceux qui sous-estiment les autres sont permanentes. L'histoire démontre qu'être sous-estimé est parfois le plus beau cadeau que l'ennemi puisse offrir, car il baisse la garde juste au moment où quelqu'un s'apprête à voler plus haut qu'il ne l'aurait jamais imaginé.